Bonjour à tous. Tu nous dis si on est en ligne, c'est bon? Bonjour à tous. Oui, on Bonjour est en Ophélie. ligne. Bonjour Jean-Guillaume, bonjour Camille. Voilà. Bonjour. Bonjour Camille. Alors aujourd'hui, on est ravis et très heureux d'accueillir Camille Pasquier pour cet entretien qui va durer au moins 1 heure. Camille Pasquier est une actrice, une comédienne, et elle a fait une conférence gesticulée. Enfin, elle a mis au point une conférence gesticulée. Je ne sais pas d'ailleurs comment on dit quand on fait des conférences. Tu es une conférencière gesticulante. Voilà. Voilà, c'est ça. Et cette conférence gesticulée s'appelle « Baisse tes yeux quand je te parle » et qui est une conférence passionnante, super intéressante. Et vous avez en dessous le lien qui défile, qui vous permet de contacter Camille et de la faire venir chez vous une fois que le confinement sera passé, parce que c'est une conférence qui permet vraiment d'aborder les sujets qui nous tiennent à cœur à l'école de l'enfance libre, à savoir le lien entre les violences éducatives ordinaires, la maltraitance, toutes ces petites choses qui paraissent anodines, et le reste de la vie, à savoir comment s'organisent nos sociétés, comment est-ce que nous vivons collectivement. Et Camille arrive à faire ce pont entre des actes anodins de sa fille qui défait tous les torchons dans son placard, qui ne veut pas qu'on la savonne, et dans le bain, c'est pas au même endroit. Et elle fait les liens entre ça, ces actes du quotidien avec nos enfants, et la vie politique, la vie, comment elle s'organise à un niveau plus général, comment on consomme, comment ça se passe, quoi. Et tu arrives, Camille, à montrer très bien ce lien entre ces actes du quotidien anodins qui paraissaient, j'ai envie de dire, sans conséquences, et tu nous montres toutes les conséquences et tu en arrives à la conclusion que l'enfance est politique. Donc c'est vraiment une conférence passionnante qui rassemble énormément de connaissances. C'est d'une grande richesse. Je pense qu'on en ressort touché. Ça ne peut pas être autrement parce que tu abordes tellement de choses avec beaucoup de finesse, beaucoup de poésie. Tu chantes avec beaucoup de... C'est très agréable à écouter parce que ça amène quelque chose d'un autre niveau pour l'être qui écoute. On est touché à d'autres endroits quand on voit cette conférence gesticulée. Voilà. Et donc, on va pouvoir discuter avec toi de ce lien que tu arrives à faire entre la façon dont on accompagne nos enfants et l'organisation de nos sociétés. Dans un moment que tu as annoncé dans tes conférences, qui est une espèce d'effondrement, de cataclysme, de transformation, de catastrophe. Là, on semble qu'on y est plus ou moins. On ne sait pas à quel degré, à quelle profondeur. Voilà. Ophélie, je te laisse peut-être commencer à poser des questions ou à laisser compléter. Alors, peut-être pour commencer, comment on accouche d'une telle conférence? Alors, j'utilise le mot accoucher comme on accouche un enfant, parce que je pense que c'est quelque chose que tu as dans tes tripes, ça se ressent quand on te voit sur scène. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à faire cette conférence gesticulée? Oui, c'est vrai qu'on accouche de ça parce que c'est souvent des propos qui nous tiennent à cœur très profondément, qui ne datent pas de la veille où on commence à se coller au boulot. Moi, personnellement, mon parcours, il est vraiment tel que je l'explique dans la conférence, la violence du monde que j'ai constatée depuis longtemps. Et à travers mon métier de comédienne, parce qu'on raconte des choses difficiles dans les spectacles, parce qu'on peut raconter des choses difficiles. Et moi, c'était mon théâtre, le théâtre auquel j'ai participé, un théâtre politique quand même. Et c'est en constatant tout ça que j'ai vu une grande sensibilité, puis vraiment une forme de révolte en fait que j'avais au fond de moi. Et quand je suis devenue maman, je me suis un peu questionnée sur qu'est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est vraiment capable uniquement de ce pire, quoi, de toute cette violence? Mais pourquoi, en fait, à un moment, ça émerge chez les êtres humains? Parce que quand j'ai regardé ma fille si petite, je me disais, qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là et l'âge adulte? Et en commençant à faire des recherches, j'ai cru comprendre qu'il y avait tellement de malentendus au sujet de l'enfance, et j'ai vraiment tiré ce fil-là. Et puis à force de tirer sur le chemin, je faisais les liens en permanence avec le politique, la société, les relations interhumaines. Enfin, ça a changé ma vision des choses, ma vision des êtres humains, des groupes, des processus de groupe, des conflits, des crispations, etc. Et puis j'étais pas la première du tout moi j'ai pressenti ça, et puis j'ai été accompagnée évidemment par des lectures. Donc, c'est sûr qu'Olivier Morel,
Catherine Dumontet-Crémer, ces livres, quand je les ai lus, j'avais l'impression de mettre des mots sur des choses que je pressentais et qui ont éclairé tout à coup les choses. Donc, je trouvais que la découverte était assez forte pour avoir envie de faire partager voilà, tout ça. Et puis, faire partager la difficulté aussi. Fais juste attention, en fait, quand tu touches ton clavier, on entend des crouch-crouch. Évite juste de le toucher quand tu parles, sinon on t'entend plus. D'accord, merci Ophélie pour le point technique. Oui, vas-y, je te laisse continuer. Hein. Tu disais tes lectures avec Olivier Morel. Ouais, c'était vraiment des moments intenses de lecture et de prise de conscience. J'avais eu aussi assez tôt l'occasion d'aller voir Yves Bonnardel qui présentait son livre La domination adulte. Ma fille était vraiment petite, donc j'étais un peu au début de ses recherches et ça m'avait vraiment bouleversée, questionnée. J'avais enchaîné sur les lectures de John Holt, notamment sur S'évader de l'enfance, et il va très loin, il va vraiment loin dans son propos sur la domination adulte. Donc, et puis après, le quotidien m'intéressait, c'est-à-dire comment repérer en fait où est la violence et comment accompagner le mieux possible des parents et qui, comme moi, galèrent en fait. Galèrent par manque d'exemples non violents, par manque de vécu et parce qu'on reproduit. Donc moi, j'étais mon premier objet de recherche. Ma fille au même niveau. Et puis après, tout mon entourage. Donc j'ai noté énormément de choses. Et puis on est accompagné, quand on crée une conférence gesticulée, on est en formation. Donc il y a tout un groupe chaque personne a un sujet. Et puis on tire notre fil, on se voit à 4 reprises pendant plusieurs jours. Et on tire le fil et les autres nous accompagnent en fait vraiment dans cette réflexion. Et c'est une conférence qui se serait pas faite de la même manière si j'avais été seule, parce qu'évidemment, le groupe aide beaucoup à expliciter, à questionner, etc. C'était un chemin personnel, mais ce qui est assez fascinant quand on crée une conférence gesticulée, c'est que les autres sujets sont en lien en permanence avec le nôtre. Donc, on fait des ponts et elles ont toutes des sujets politiques, engagés, des regards sur notre société, sur nos mécanismes, nos structures dans lesquelles on évolue. Et donc, ça, c'était un cadeau. C'était vraiment l'outil parfait, en fait, pour parler de ce pont-là dont tu parlais, Jean-Guillaume, entre l'enfance et la société. Pour moi, ce n'est pas qu'une question une problématique individuelle, ces violences éducatives, mais c'est une problématique de société et ça raconte beaucoup sur le collectif. Tu parles tu dis que l'enfance c'est politique. Est-ce que tu peux expliciter ton propos? En quoi c'est politique? Alors, en quoi c'est politique? C'est que pour moi, ce dont on se rend compte et ce que j'éprouve, c'est que quand on accompagne un enfant avec une certaine idée de l'autorité et qu'on exerce un rapport de force à quelque niveau qu'il soit, c'est-à-dire il peut être à une échelle, à une intensité qu'on trouve très faible, voilà, bon là t'as pas ton mot à dire, voilà ça va, c'est comme ça, et puis pour nous c'est anodin, comme tu le disais tout à l'heure Jean-Guillaume, ce sont des petites choses anodines, ou que ce soit une intensité beaucoup plus forte quand il s'agit de coups, d'humiliation très forte, etc. On sait bien que ça, ce qu'on comprend, c'est que toutes ces expériences-là, mises bout à bout, elles construisent l'individu. Donc, elles lui apprennent à l'enfant, qu'on le veuille ou non, à fonctionner en rapport de force. Donc, déjà, d'office, ça veut dire que les relations interhumaines sont faites de ça. Et que, quelque part, ce qu'on lui apprend, c'est que c'est normal. En fait. C'est comme ça qu'on fait. Donc, alors, dans ton spectacle, justement, le titre Baisse les yeux quand je te parle, tu racontes un épisode où tu vois un petit enfant. Mais on aurait pu être le parent en train de faire ça,
En l'occurrence, c'est toi qui observes parce que souvent tu le cites toi. On va encore donner, je pense que ça serait bien que tu donnes d'autres exemples après de ce que tu as, de tes prises de conscience. Mais là, tu observes une maman avec son fils. Tu peux nous raconter ce moment-là de prise de conscience? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe réellement chez cet enfant et chez cette maman? Moi, j'étais en plein apprentissage, en pleine lecture de comment les connexions se font dans le cerveau, comment dire, de l'intensité aussi, la problématique de l'intensité des émotions chez les jeunes enfants, la difficulté de maîtriser leurs émotions, leurs actes, leurs gestes. D'ailleurs, tu as une façon très imagée de le faire avec un pichet de grenadine. Oui. Je sais pas si on comprend bien ce que c'est que le bouillonnement des émotions dans le cerveau d'un enfant. Hein. Tu nous fais comprendre ça. Oui, c'est vraiment jusqu'à un âge assez avancé. Hein. Ils sont a priori totalement prisonniers, entre guillemets, de leur immaturité cérébrale, qui amène beaucoup de difficultés pour les parents de les comprendre au quotidien. Et ce jour-là, c'est vrai que il y avait plusieurs choses. Cet enfant, il était devant son besoin de contact avec les autres et donc il devenait de plus en plus nerveux. Et cette maman lui a demandé d'arrêter son cirque, entre guillemets, et en plus de baisser les yeux. Et sans être à l'écoute, etc., comme ça peut nous arriver à tous et à toutes. Et j'ai vu ce petit enfant baisser les yeux, et c'est vrai que au-delà de ça, j'ai vu du coup un tas d'autres situations où on peut baisser les yeux devant l'autorité. On peut ravaler sa colère, se couper de ce qu'on est en train de vivre pour se soumettre. Et moi qui étais déjà très bouleversée par toute la soumission, ces processus de soumission, de rapports de domination, etc., entre les êtres humains, que ce soit des dominations de classe, de genre, économique, etc. J'ai cru voir juste en un instant ce processus s'ancrer dans la tête de ce petit garçon. Donc, je vais juste peut-être pour définir la violence éducative ordinaire, plus que pour ceux qui ne le savent pas. Donc j'ai pris la violence éducative ordinaire qui est qui a été formulée, la définition qui a été formulée par Stop VO. Donc c'est la violence physique, psychologique ou verbale qui est utilisée envers les enfants à titre éducatif, c'est-à-dire pour corriger ou punir, et qui est communément admise et tolérée. Donc on appelle ordinaire. Donc, pour donner un exemple, c'est des claques, des fessées, mais c'est aussi tirer l'oreille, faire du chantage. Tu en donnes pas mal au début de ta conférence. Tu listes comme ça toute plein de violences éducatives ordinaires. Moi, ça m'a beaucoup marqué parce qu'on se rend compte à quel point ça englobe toute la société. C'est-à-dire que ça concerne les familles, mais ça concerne aussi l'école. Il y a pas mal de phrases qu'on entend souvent dire par des maîtresses. Moi qui suis enseignante, c'est malheureusement des phrases que j'entends encore régulièrement. Ces phrases-là, tu les as collectées comment? C'est ton expérience? Je pense que oui, c'est mon expérience. En fait, à partir du moment où je me suis penchée sur le sujet, sortir dans un parc, ça devenait très compliqué pour moi, parce que j'étais à l'affût, j'étais à l'écoute, j'étais en analyse d'un tas de choses, même à l'intérieur, dans mes propres mon propre quotidien, j'ai pu en relever. Et puis c'est des phrases qu'on a tous entendues et qu'on entend dans les lieux publics beaucoup. Donc, on manque pas d'exemples à ce niveau-là. Il y a une liste qui est assez bien faite sur Enfance épanouie, sur le site d'Enfance épanouie. Il y a la liste des violences éducatives ordinaires qui est quand même conséquente. Il y a les violences physiques, psychologiques, et après culturelles. Voilà. Maintenant, il y a, je crois, la liste des violences médicales aussi, envers les enfants. Et cette liste, elle est immense, en fait. N'importe qui lit cette liste, elle peut pas nier un moment d'être dans la violence. Alors justement, dans le spectacle, tu fais parler un monsieur qui parle à la radio dans une émission et qui justifie les fessées qu'il a reçues. Alors, c'est assez savoureux parce que tu commandes derrière et on a l'analyse en direct j'ai envie de dire, de son délire, de son refoulement, de cet homme qui justifie les fessées, les coups,
et il fait le lien aussi avec la société. Tu peux nous en dire quelques mots sur cet épisode-là que tu as inséré dans ton spectacle? Oui, ce monsieur, il était invité pour s'exprimer à la radio sur êtes-vous pour ou contre la fessée. Et c'est vrai que ce monsieur, il aligne beaucoup d'arguments qu'on peut entendre de manière isolée. Parfois, bon, lui, il les aligne, il en a mis 4 ou 5 comme ça dans une même intervention, donc c'est assez dense, mais il est vraiment, pour moi, il représente vraiment la peur qu'on peut avoir qu'un enfant, si on ne le contraint pas, si on ne lui apprend pas un peu par l'autorité, mais du coup un autoritarisme en fait, plus que l'autorité, on pourra en parler après de ce que ça peut vouloir dire, l'autorité et toutes les déclinaisons qu'il y a possibles. Mais voilà, il est dans cette croyance que si on n'enseigne pas le respect, en fait, si on ne rentre pas dans la tête de l'enfant la notion de respect par la force, bah, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc, oui. Est-ce que c'est une peur que tu as eue, toi, soit en tant que future maman, soit même maintenant? Est-ce que c'est des peurs que tu as encore ou que tu as traversées? Alors, je ne peux pas dire que c'est une peur que j'ai eue parce que très tôt, j'ai cru comprendre les nuances et j'ai cru comprendre qu'il y avait plus, comment dire, d'intérêt, de bénéfice à être dans la confiance que dans cette peur-là. Par contre, je peux me surprendre encore dans des moments quotidiens à me dire, mais maintenant là, si je, enfin, où est la limite, quoi? Où est la limite? Donc, justement, c'est hyper intéressant cette question de la limite. Ce monsieur, donc pour lui, la limite, il y a un moment, il y a une limite et on dit non, on dit stop, et puis l'enfant n'a pas à discuter, quoi. Oui, puis il donne cet argument classique, c'est une bonne fessée, ça fait pas de mal, ça, au moins c'est clair, l'enfant sait qu'il doit s'arrêter, c'est du bon sens, voilà. Voilà. Donc le ça fait pas de mal, bah, en fait ça reste vraiment enfin, on a compris que c'était faux, parce que bon, il dit j'en suis pas mort. Alors en effet, moi je trouve que faire une observation sur cette échelle-là, enfin, est-ce qu'on en meurt ou pas, enfin, c'est un peu extrême quand même. Enfin, avant la mort, il y a quand même pas mal de conséquences qui peuvent être assez graves. Et puis l'argument qu'il a aussi, c'est que ses enfants ont réussi, ils ont fait de brillantes études. Oui, donc, voilà. C'est un des critères. Voilà, c'est un modèle en fait éducatif. Je peux le comprendre. Je peux comprendre cette envie que nos enfants réussissent, etc. Mais ce qu'on comprend de plus en plus, c'est que la réussite, elle n'a de sens que si c'est l'enfant qui l'amène et si sa vie, comment dire, est nourrie. Là, je crois qu'on est un peu en train de comprendre que la notion de réussite, telle qu'on l'imaginait il y a 10, 20 ans, 50 ans, elle est en train de dégringoler. Est-ce que c'est ça l'objectif? Vous m'entendez encore? Oui, on t'entend. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que tu pars d'exemples très concrets. Par exemple, tu dis, quand on mange ensemble, il y a des règles. Donc, on rejoint cet homme qui dit qu'il faut respecter les règles. Et puis, tu as toute une réflexion sur le moment où ta fille te dit… Attends, c'est bon, je vais rétablir la situation. Qu'est-ce qui se passe? C'est un souci technique? C'est rien, c'est que… Ouais, il y a eu un bug de… Les ondes sont partout, elles sont invisibles, mais… D'accord. C'est bon. Voilà, qu'est-ce que c'est… Je finis juste sur la réussite. Qu'est-ce que c'est réussir? En fait, on est en train de prendre conscience que la réussite d'une vie, elle ne va pas forcément passer par les études et par la bonne réussite des études. Donc, voilà. Après, sur cet épisode des règles qui a l'air de tenir à ce monsieur où les gens doivent obéir aux règles, tu en donnes plusieurs exemples. Alors, il y a celui de ta fille qui est à table et vous avez la règle que chacun mange à sa place, sauf qu'elle est petite. Et qu'est-ce que tu fais? Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, ok, on a cette règle, et puis sur l'instant, je comprends que c'est très difficile pour ma fille de respecter cette règle qu'on lui demande de respecter à ce moment-là, parce qu'elle est dans un besoin, elle est dans une fatigue, je ne sais quoi. Et parallèlement, voilà, dans ma tête, je comprends la richesse qu'il y a de remettre en question cette règle, parce que les jours se suivent et ne se ressemblent pas, et que peut-être aujourd'hui, c'est OK, en fait, de la prendre sur les genoux
et peut-être que demain, ça ne sera pas OK. Et en fait, il y a beaucoup de parents qui sont dans cette peur-là, et qui est légitime. Si on dit oui un jour et puis qu'on dit non le lendemain, ça va perturber les enfants, etc. Et moi, c'est ce que je trouve riche dans l'histoire de comment on pose les limites. C'est qu'est-ce qui est acceptable pour nous aujourd'hui, maintenant, en fait. Et en fonction de quoi. Et ça montre toute une variété de réponses différentes. Ça montre que la vie, elle est aléatoire, qu'on a des émotions, nous aussi, en tant que parents, qu'on est dans des états de fatigue qui varient d'un jour à l'autre et qu'on ne demande pas aux enfants d'assumer ces états de fatigue, mais par contre, simplement, on peut engager le dialogue de cette manière et que petit à petit, là, c'est pour le coup, j'ai un tout petit peu de recul là-dessus parce que ma fille a 5 ans maintenant et je vois déjà qu'elle-même adopte en fait ce même discours par imitation, par, je pense, par prise de conscience de son propre état à elle. Elle est capable de dire à un autre, oui, mais là, je ne suis pas d'accord. Ouais. On a vraiment besoin de calme, par exemple. Alors, on a eu une petite coupure sur la dernière phrase. Tu nous entends encore? Est-ce que tu nous entends? Oh là là, la connexion n'est pas bonne. On a l'impression de revenir au temps des débuts de la télévision. Toi, tu as l'air de nous entendre. Voilà, ça a l'air de revenir. Je racontais qu'elle était... moi, je vous entends encore. Ouais. Est-ce que tu as moyen de te rapprocher de ta connexion? Oui. On t'entend. On t'entend pas bien du tout. Vous m'entendez plus? Non, on n'entend plus. Est-ce que, Ophélie, on peut passer un extrait de la conférence? Le temps que la connexion revienne? Pas un extrait de la conférence, mais un extrait de son... Oui, un extrait du... Et on va faire en off, on va voir ce qui se passe. Oui. Des fois, ça fluctue. Ben là, on l'entend bien, là. Elle parle pas, si. Ah, non, ça coupe. Non, ça recoupe chaque fois. Alors, on est pour l'instant, je suis tout seul. On a une coupure technique. C'est dommage parce que le spectacle et ce que Camille a à dire est passionnant, notamment sur tous les exemples qu'elle donne. Alors, je vais en citer quelques-uns. Alors voilà, ça y est, Camille est revenue. Ou elle change de place. Alors, je vais prendre la connexion tout proche de moi, en espérant que ça aille mieux. C'est bon. En fait, on t'entend mieux là, donc on peut... Oui, super. Alors, on peut reprendre. Ok. C'était quoi ta dernière question? Je n'ai pas perdu le fil de ce que j'étais en train d'expliquer. C'est que j'entends ma fille être en capacité de donner ses propres limites, en fait, qui ne vont pas être les mêmes d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre. Et dans ses relations, je trouve ça intéressant, en fait, qu'elle soit dans cette capacité de poser des noms, tout comme on les pose aussi, et des noms qui ont un sens, en fait. Est-ce que tu connais les chiffres par rapport aux violences éducatives ordinaires, c'est-à-dire combien ça touche d'enfants et à quel point c'est répandu en France et je dirais dans la société? Dans les derniers chiffres que moi j'ai, c'est qu'avant 2 ans ou avant 5 ans, je ne sais plus, dans la petite enfance, en tout cas, il y a à peu près 85% des parents qui reconnaissent en effet avoir donné un coup, que ce soit une tape sur la couche ou plus.
Et puis après, si on parle de... C'est ce chiffre qui m'avait énormément marqué dans un livre de Catherine Guéguen, Pour une enfance heureuse. À un moment, elle écrit 95% de l'humanité subit des violences éducatives ordinaires. Et ça faisait partie des premières lectures, et j'ai ouvert grand les yeux, je dis mais de quoi elle parle? Et puis après, quand on prend en compte toutes les violences psychologiques, eh bien, on comprend en fait qu'on est quasiment tous les êtres humains à avoir subi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'espèce humaine, elle n'arrive pas à éduquer ses enfants sans passer par les violences. C'est un peu comme si on était conditionné, et tu dis qu'il faudrait plusieurs générations pour y arriver. Mais ça va loin parce que, par exemple, tu racontes l'épisode de ta fille dont j'ai parlé au début avec les torchons, et tu montres l'importance de la laisser faire, parce que c'est OK pour toi, tu seras OK pour ranger. Pourquoi alors ta fille est en train de jouer dans la cuisine, ou je ne sais pas, dans un placard, et elle dépile les torchons. Réaction normale des parents, c'est elle me cherche, elle veut m'embêter, ou peut-être elle veut jouer, mais ça me dérange, donc je vais l'empêcher. Toi, tu as une autre posture, une autre réflexion là-dessus. Ben, elle était vraiment dans sa toute petite enfance, et puis bon, ça c'est valable tout le temps, je pense, mais j'avais conscience, enfin, quand ils sont dans la manipulation, parce que c'est leur manière d'appréhender le monde, de toucher, ça leur permet c'est une exploration qui est absolument nécessaire pour construire leur connexion, leur intelligence. Voilà, ils ont besoin dans le toucher, quoi. C'est un besoin absolu, quoi, vraiment très fort. Donc, si je ne suis pas OK pour ranger derrière, et je voudrais en dire 2 mots là-dessus. Après, bah, évidemment, si je ne suis pas OK, c'est ma limite, en fait. Donc, peut-être que ça va être proposé autre chose, ou je ne sais pas. Mais par contre, ce que je trouve de difficile aujourd'hui dans le discours au sujet de ces violences ordinaires, c'est de poser l'injonction aux parents de ne pas être violents, de laisser les enfants vider les placards, mettre du bazar partout, etc., alors qu'eux-mêmes sont dans des problématiques et dans une violence sociétale, et bien, qui laisse très peu de place en fait pour être détendus. Donc, moi, j'ai quand même vraiment à cœur de remettre en question ça et de comprendre en tout cas ces processus, au moins pour nous accompagner à prendre un recul. Que les parents sont eux-mêmes soumis à des telles violences qu'elles sortent là où ils peuvent, quoi. C'est sur leurs enfants, malheureusement, que ça vient, quoi. Quand même, on est dans un monde qui est dans l'ultra-violence, que ce soit la violence économique, la violence au travail, des violences culturelles. Enfin, on est vraiment dans des rapports de domination en permanence qui nous blessent, en fait. Et puis, on est dans des urgences. C'est quand même compliqué d'être zen et de prendre le temps avec les enfants parce qu'on est sous pression. Donc, moi, je crois que c'est quand même aidant, même si ça ne va pas résoudre le problème, c'est très aidant de savoir aussi comprendre pourquoi il y a tant de stress le matin en partant à l'école, parce qu'on ne veut pas être à la bourre à l'école, parce que l'école elle ferme, il y a le portail, nanana, on ne veut pas être à la bourre à son travail, parce qu'on a des exigences. Enfin, je veux dire, tout ça, ça appartient à notre vie. Ce n'est pas la vie des enfants, c'est notre vie, et on est vraiment... on a besoin absolument de faire du calme à l'intérieur de nous, de comprendre les mécanismes, de comprendre pourquoi on est dans ces speeds-là et dans ces états d'énervement, parce qu'on est dans un monde qui est quand même en permanence en train de nous speeder, quoi. Si on ne fait pas ce travail-là de prise de recul, de prise de conscience, de prise de recul, ben, je ne sais pas comment c'est possible. Ce que tu veux dire, c'est que c'est un tout, hein, c'est une globalité. Je te laisse, vas-y, Ophélie. Est-ce que ça veut dire que finalement, il faudrait changer nos institutions, notre fonctionnement sociétal pour pouvoir arriver à ne plus du tout avoir de violence éducative ordinaire au sein de notre société? Bah oui, je pense que c'est lié, c'est complètement lié. Là, on est dans une expérience collective de monde sans école. Il y a des parents qui doivent continuer à travailler, d'autres non. Je pense que chacune va pouvoir un petit peu, sans doute, prendre la mesure de à quel point la vie, elle bascule, elle change à partir du moment où on n'est plus dans des exigences de travail, de rentabilité, voilà. Alors là, on va avoir la pression économique. Donc, voilà, on va pas tomber dans un monde de bisounours.
Mais je pense que là, on va pouvoir faire l'expérience concrète de certaines choses, en tout cas. Et ah, tiens, qu'est-ce que ça modifie au quotidien? Et quel lien tu fais du coup entre les maltraitances ou les violences éducatives ordinaires faites aux enfants, comme laisser pleurer ou les enfants qu'on punit, avec finalement les violences des adultes en fait, enfin les violences qu'ont subies les adultes étant enfants? Ben, c'est tout bête, mais enfin c'est tout bête. Laisser pleurer, que ce soit un nourrisson ou que ce soit un enfant de 5 ans qui a fait entre guillemets une bêtise et puis qu'il va être réprimandé et puis qu'il va pleurer puis qu'il n'y a pas grand monde qui va venir qui va venir le soutenir parce qu'en fait il faut bien qu'il comprenne. Voilà, ça c'est un peu dans la pensée. Pour moi c'est vraiment une invitation forte qu'on fait aux enfants sans le vouloir, hein, bien sûr, à tes émotions, elles méritent pas d'être écoutées. La raison de ton geste, quel qu'il soit, bon, a priori, de toute façon, il n'avait pas à être. Voilà. Et en fait, cette problématique par rapport aux émotions, de ne pas les écouter, bah, j'ai l'impression que ça enseigne quand même de ne pas écouter ses propres émotions. Et puis, plus tard, il n'y a pas à écouter les émotions des autres aussi. On remarque à quel point on a des difficultés à être dans la communication quand il y a des conflits, parce qu'on est bien en peine d'écouter derrière les mots, derrière les attitudes, derrière les comportements, les choix, les actions, etc., qui peut se jouer chez l'autre. Et c'est vraiment difficile d'arriver à avoir une communication non violente entre adultes, parce qu'on n'a pas les codes pour déceler en fait ce qui se joue pour l'autre. Donc, et pour moi, à une toute petite échelle entre deux personnes, c'est valable, et puis c'est valable dans un groupe de 10 qui essaie de fonctionner ensemble et qui va se trouver devant des difficultés, et puis un groupe de 50, de 100, et puis d'une société, quoi. Enfin, on n'entend pas. Et comment on peut faire en tant qu'adulte pour déconstruire finalement ça et revenir sur une communication non violente, plus posée, pour déconstruire ce qu'on a appris finalement, enfin ce qu'on nous a appris, de la manière dont on nous a éduqués pour ne plus reproduire. Comment tu as fait toi? Bah, moi, je suis absolument pas forte là-dedans. J'ai des clés, mais je suis encore aujourd'hui, je me suis disputée avec ma mère et j'ai été violente avec elle. Donc, j'ai pas du tout déconstruit ça, moi. Je suis en chemin. Et j'ai l'impression, tu te demandes comment, moi j'ai l'impression que quand on s'attelle à chercher ça avec les enfants et à essayer de les comprendre, quelque part, c'est vraiment eux qui nous enseignent des choses. Quand on fait cet effort d'aller à la rencontre de ce qui se passe pour eux, de comment ça fonctionne un petit être humain qui est immature au niveau cérébral et qui est immature au niveau des codes sociaux, etc. Alors, tu donnes l'exemple, tu expliques beaucoup de choses par rapport à l'ocytocine. Et au cortisol, parce que ça donne des clés très, très intéressantes. Tu dis dans le supermarché, ma fille elle hurle ou elle veut quelque chose. Là, tu vas vraiment dans des choses très, très concrètes et tu peux nous en dire quelques mots? C'est vrai qu'il y a beaucoup de situations où un enfant va avoir un comportement qu'on juge inacceptable ou vraiment qui va nous compliquer la vie. Et alors là, on voit, ces comportements, donc on sait qu'il y a l'immaturité cérébrale qui fait que quand ils sont en colère, ils sont vraiment très en colère, quand ils sont tristes, ils sont vraiment hyper tristes. Qu'est-ce qui peut venir apaiser ça? En tant qu'humain, d'être écouté et entendu au moins dans ses émotions, déjà, on sent que ça a un rôle, ça a une fonction d'être entendu, ça a une importance, d'une part. Et après, alors en effet, ces comportements, donc on peut appeler caprices, pour moi, à tort, parce que pour moi, c'est avant tout des émotions qui sont très fortes. Donc ça, c'est important, hein. C'est pas un caprice que les enfants font quand ils vivent des émotions fortes. Ouais, on a du mal à l'accepter, peut-être, parce qu'on l'a beaucoup entendu, parce que c'est culturellement accepté de dire que c'est un caprice. Mais avant tout, on se rend compte que physiologiquement, ce qui se passe, c'est le cortisol, donc l'hormone de stress, qui va monter en flèche dans le cerveau et qui va envahir le cerveau, le système limbique des émotions. Et qui va en plus bloquer la cognition, la réflexion, le raisonnement. Déjà que c'est pas très mature jusqu'à ça, 5, 6, 7 ans,
déjà que tout ça se met en place très difficilement, si en plus il y a du stress qui vient vraiment empêcher ces fonctions-là de fonctionner normalement, bah, être dans le raisonnement avec un enfant qui est dans une grande émotion ne va pas avoir d'effet, en fait, parce qu'il n'est pas dans cette capacité. On fait souvent l'erreur, nous les adultes, d'être beaucoup dans l'explication, il faut comprendre, tu comprends bien, ci et ça. Ben, en fait, non, enfin, dans l'instant, il n'y a pas de compréhension possible. En tout cas, pas sur l'instant. Et par contre, ce qui vient apaiser, ça va être l'écoute, un geste affectueux, d'être entendu, peut-être un câlin, peut-être quelque chose qui va apporter de l'ocytocine, une hormone qui est sécrétée, voilà, dans plein de cas, hein, mais c'est l'hormone de l'amour, voilà, tous les contacts humains, les contacts doux, agréables, vont provoquer de l'ocytocine, mais aussi l'écoute, l'attention. Et cette ocytocine, elle aide à apaiser le système limbique, qui lui est surchargé en cortisol, en stress. Ça, c'est une fonction physiologique, en fait. Donc ça, je résume beaucoup. Hein. Oui, oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu le dis et tu le laisses s'entendre. Tu vois, tu nous dis que tu n'es pas une femme parfaite parce que tu t'es engueulée avec ta mère. Ce qui nous arrive à tout le monde, c'est-à-dire que là, on est derrière nos écrans, mais on a aussi tous nos difficultés émotionnelles. Et on sent dans le spectacle que tu fais passer aussi ce message aux parents. Bah, arrêtez de vouloir être parfait. Soyez ce que vous êtes dans un chemin. C'est quelque chose qui te tenait à cœur, de nous donner à nous ce message-là? Oui, vraiment, parce que moi, je trouve que ça peut apporter un stress supplémentaire d'entendre tous ces discours sur les violences éducatives, alors qu'on n'arrive pas forcément à être dans la non-violence. Donc, déjà, de s'accorder à dire qu'on fait du mieux qu'on peut. Et puis, comment dire, j'ai l'impression que c'est aussi tous les jours une source vraiment riche d'être dans quelque chose d'authentique avec les enfants. Moi, je me permets vraiment, et parce que je pense que ça lui apporte des billes, mais je me permets vraiment de lui exprimer que cette colère-là, voilà, j'ai été super en colère, c'est pas de sa faute. Voilà. Peut-être que la veille ou le lendemain, son même comportement, il m'aura pas mis dans tous mes états. Et de lui exprimer que des fois, j'ai mes failles, j'ai ma fatigue, j'ai mes soucis, et je ne lui demande pas de comprendre, en fait. Et c'est la grande différence, je ne demande pas de comprendre, mais d'essayer de la décoller, en fait, du problème. Ça, c'est un des messages de ton spectacle. Comment les parents le reçoivent, ces messages, ces propositions que tu leur fais, de cette réflexion qui part de l'intime de leur vie pour aller jusqu'à une vision une vision globale? Comment, depuis que tu fais ce spectacle, voilà. Eh ben, il y a beaucoup de témoignages que j'ai qui racontent à quel point ils savaient déjà en venant que la violence envers les enfants, ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait défendre, ce n'est pas bénéfique, ils cherchaient vraiment à faire autrement. Mais qu'en effet, par contre, tout ce que ça raconte sur la société, ça, il ne l'avait pas forcément mis en mots. Il l'avait peut-être pressenti aussi, mais il ne l'avait pas forcément mis en mots. Et moi, j'ai vraiment l'impression de faire ce travail, de mettre des mots sur des choses qui sont pressenties, en fait, par beaucoup. J'ai des personnes qui viennent de temps en temps me dire là, par contre, je trouve que vous allez trop loin, etc. Ben, très bien. On n'est pas... moi, je peux remettre en question certaines choses que j'ai pensées il y a 2 ans, parce que voilà, je ne fais pas le même chemin. Mais la plupart du temps, ce qui rassure aussi vachement les parents, c'est quand je me mouille moi aussi et que je raconte que je galère et que je peux avoir mes enfants de moments vraiment difficiles, quoi. Et il y a un passage que je dis maintenant, que je lis, d'un cahier que j'écris à ma fille régulièrement. Oui, ça c'est aussi un moment très intéressant, hein, c'est que tu nous partages, tu as écrit un livre à ta fille et c'est un livre pour plus tard, quand elle sera plus grande. Et tu nous partages l'intimité de ce que tu lui dis et c'est très touchant. Alors, je te laisse reprendre, mais c'était pour... Oui, c'est un endroit où je raconte, je me questionne, je me fais mes propres retours. Et puis, il y a vraiment un moment
où je lui ai écrit, voilà, j'ai crié, et puis tu as pleuré, et l'instant d'après, je t'ai pris dans les bras en m'excusant. Et je dis, j'ai détesté sentir que j'ai autant le pouvoir de te crier dessus que celui de te prendre dans les bras, et que tu acceptes ces deux choses, en fait. Et c'est vraiment... Ouais, quand je lis ce passage, en fait, il vient assez tôt dans la conférence, et je vois beaucoup de gens qui sont vraiment émus dans le public, et je crois que si je ne parlais pas de ces moments-là, de difficultés que j'ai moi, je pense que les gens recevraient le message de manière assez abrupte. Et voilà, c'est un partage, hein, cette conférence, c'est un partage. Je vois qu'il y a des questions sur la droite, et je me demande s'il faut que je les... Celle du public? Ouais. Par exemple, j'ai vu quelque chose passer qui dit, est-ce que voilà, un geste malheureux, une réprimande, quand on en prend conscience seulement après, est-ce qu'en discutant avec l'enfant, quand on demande pardon, qu'on explique, est-ce que c'est quand même considéré comme une violence éducative ordinaire? Je trouve intéressant cette question, parce que expliquer, c'est une chose, et demander de comprendre, par contre, nos comportements, je trouve que c'est autre chose. Pour moi, ça reste de la violence, voilà. La violence, elle est faite. Voilà. Après, expliquer et essayer de désengager l'enfant, que ce n'est pas de sa responsabilité, en fait. Que cet état-là, il nous appartient, l'état d'énervement. Après, on peut en discuter, de savoir comment on peut résoudre les conflits, qu'est-ce qui nous a posé problème. Tout ça est possible et vraiment aidant. Et moi, j'invite vraiment les gens à faire des conseils de famille pour parler des situations crispantes, quotidiennes, récurrentes, et se dire, mais voilà, ça vraiment c'est un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et d'inviter les enfants à proposer leurs solutions, écouter là où c'est leur problème, ça limite quand même vraiment des choses sur la durée. Okay. Je voulais revenir au choix de ta part d'avoir fait une conférence gesticulante qui vient donc c'est un outil d'éducation populaire. Pourquoi tu as choisi d'aborder ce thème-là avec cet outil d'éducation populaire et non faire une conférence lambda voilà, où tout le monde est assis et toi aussi et puis tu parles dans un micro? C'est marrant parce que quand je me suis inscrite pour faire la formation de conférence gesticulée, je ne savais pas vraiment ce que c'était une conférence gesticulée. Je n'avais pas encore compris tous les tenants et les aboutissants, je l'ai fait vraiment à l'intuition. Je fais beaucoup de choses à l'intuition. J'ai vu passer l'info, je me suis dit que ça allait m'aider forcément à faire émerger quelque chose. Et quand j'ai découvert la raison d'être d'une conférence gesticulée, le fond en fait de ce que c'est cet outil, bah, c'était parfait puisque je voulais parler politique aussi. Donc, et tu parlais tout à l'heure, Jean-Guillaume, du fait qu'il y a des chansons et du coup on est touché d'une autre manière. Bah, l'enjeu d'une conférence gesticulée, c'est aussi d'aller toucher les gens d'une autre manière et de se mouiller, de raconter des choses de sa vie, parce qu'en tant qu'être humain, je pense qu'on a vachement besoin d'être touché pour apprendre, en fait. Enfin, c'est encore ça, hein, c'est ce lien avec comment on apprend les choses, on va les inscrire beaucoup plus facilement quand on va avoir un contact humain direct, authentique, et qu'on va avoir quelqu'un qui va être vivant en face de nous et qui ne va pas nous dérouler un propos. Et il y a aussi une notion très, très importante dans la conférence gesticulée, c'est qu'on ne se place pas en sachant, on ne se place pas uniquement en tant que sachant, mais on essaie de s'inclure, comme je disais tout à l'heure, et de s'adresser à des gens qui sont comme nous, en fait, et qu'on traverse des choses similaires. Et donc, c'est important, c'est vraiment un outil de partage de savoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, c'est une parenthèse peut-être dans ce que tu dis, mais tu viens de parler d'intuition, et on sent bien qu'aujourd'hui, le monde politique, il en est un peu privé d'intuition. Tu fais référence aux hommes politiques, tu montres à quel point ils ont certainement été battus, où ils ont appris à tricher et à mentir. Tu expliques comment les enfants, à force de devoir se soumettre et obéir, en deviennent des pros du mensonge. Tu fais le lien avec nos hommes politiques, qui deviennent des champions du mensonge.
Et l'intuition, qu'est-ce que tu en penses par rapport aux enfants? Parce que tu dis, bah, j'ai fait ça par intuition. Est-ce que tu penses qu'on les coupe de cette faculté-là en les rendant tout le temps obéissants? Bah, je pense qu'on me demande de quoi l'intuition est faite, mais si on me posait la question, allez, je me la pose. De quoi l'intuition pourrait être faite? Je me dis qu'il y a quand même un lien avec ce qu'on ressent de manière très intime, avec notre cœur, de tout ce qu'on a envie de vivre, de tout ce qui nous fait vibrer, ou de ce qui nous fait peur, etc. Moi, je le vis comme ça, en tout cas. Je le ressens comme ça. Et je crois qu'avec les enfants, au quotidien, si en tout cas, on ne les invite pas beaucoup à rester attentifs à ce qui les fait vibrer, ce qui leur fait peur. Mais non, tu n'as pas peur. Mais arrête d'être en colère, ça sert à rien. Enfin, toutes ces phrases, en fait, ça n'est pas une invitation à se connecter vraiment avec ce qu'on sent, quoi. Donc, de fait, ça me semble être quelque chose qui ne va pas aider à l'intuition, qui ne va pas aider à être à l'écoute. Et bien sûr, voilà, d'être dans la raison, il faut que je sois raisonnable, comprendre les situations. En fait, des fois, on ne comprend pas les situations. Peut-être aujourd'hui, je pense qu'on ne comprend pas ce qui se passe là, en ce moment autour de nous. Je ne pense pas qu'on ne peut pas tout comprendre. C'est trop vaste, c'est trop énorme, ça nous dépasse. Par contre, on va chacun peut-être avoir des intuitions sur ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le vivre, etc. Et on va faire des choix par rapport à ça. Il y a des mouches qui se baladent. C'est une ferme. Il y a une bergerie juste derrière moi, donc c'est il y a ça. des mouches. Ouais. Donc voilà, pour répondre à ta question. Oui, c'est super intéressant parce que ça veut dire que les enfants respectés et laissés libres ne vont pas se couper de leurs désirs et vont pouvoir être des adultes qui sont branchés au bon endroit, au bon niveau. Ils ne vont pas être dans la peur, dans l'attente qu'on leur dise ce qu'il faut faire, puisque quelque chose d'eux saura quoi faire, puisqu'ils auront l'habitude. En ce sens-là, ça peut être une révolution intérieure passionnante. Peut-être qu'on peut être en train de la vivre aujourd'hui, à se demander ce que tu viens de faire. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que mon intuition me dit de faire? Puisqu'on reçoit des messages paradoxaux de tous les côtés alors actuellement. Restez confinés, mais allez voter. C'est sans arrêt. On a des injonctions dans tous les sens. Dans le spectacle, on sent bien que tu fais vraiment le lien entre l'intime de chacun et l'impact politique que ça a. Et tu parles des humains qui sont des touristes sur Terre. Tu peux nous en dire plus? Ça, ouais, c'est un mot que j'ai écrit à ma fille. Dans cette perspective où on a bien profité, on s'est bien éclaté depuis 50, 70 ans, là, ça y va. Et puis, on a manqué de connexion, sans doute, par rapport à cette terre, avec l'humain, le non-humain. On est allé très loin dans la façon de violer la terre, de lui prendre tout ce qu'elle a. Et je pense que, ouais, quelque part, il y a encore une énorme partie des gens qui, j'ai l'impression, qui un peu comme des touristes, quoi. On est là et puis on va repartir. Ben non, on ne va pas repartir, en fait. On n'a que ça. Et quand on n'a pas conscience, en fait, qu'on n'a que ça, et que c'est notre seul support, peut-être en effet, comme dans un pays où on va aller le piller, on va aller profiter de ses richesses, ses beautés, son paysage, on va les massacrer, on va faire du tourisme de masse comme des salauds. On va repartir après. Sauf que voilà, là, on est sur une planète, quoi. Et en fait, on est en train d'agir de la même manière. Oui, c'est assez choquant quand tu dis ça. Je ne sais pas comment les gens le prennent, mais ça, tu es ému dans le spectacle, tu as réellement une émotion forte. Là, je pense que tu y mets toutes tes tripes à ce moment-là, hein, parce que tu parles à ta fille et tu parles aussi à tes ancêtres, et tu es au milieu, là, tu nous prends par le bras, tu nous dis, écoutez, les amis, là, ça ne va pas ce qu'on a fait. Et quand tu fais le spectacle, tu parles d'un effondrement. Qu'est-ce que ça te fait de voir aujourd'hui, là, le risque économique qui s'annonce? C'était prophétique, ce que tu disais. Là, tu n'étais pas la seule à le dire. Mais... Non, moi, j'ai pris conscience, ça fait 3-4 ans, pas plus, hein, vraiment, que j'ai pris conscience de la problématique systémique, en fait.
qui est vraiment le nœud du problème. Parce que, et donc, ça fait 3-4 ans que j'attends, entre guillemets, je me dis, oh, la moindre couille dans le rouage, pour être vulgaire, on va plus être en mesure de l'assumer. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer, et c'est pas moi qui, en effet, ai fait les ponts, mais j'ai pris conscience de, ah, mais oui, telle tension sociale, ah là, c'est un problème sanitaire, tel problème économique, etc., va créer un bouleversement qu'on va plus être en mesure de maîtriser parce que les connexions sont trop nombreuses, complètement liées, la dépendance, en fait, dans tous les domaines de la société est vraiment incroyable. Donc, ce que ça me fait juste, c'est que ce que je dis maintenant, plutôt à la fin de ma conférence, c'est que, ok, il va y avoir quelque chose qui va se produire. Bon, bah là, on est dedans. On va devoir traverser une espèce d'incendie, peut-être, quelque chose qui va être très dur. Et on va faire comment, en fait, si on continue à être dans ces rapports de force, dans ce rapport, comment dire, cette peur de l'autre, cette peur de soi-même. On va faire comment si on n'est pas dans l'entraide, dans la coopération et dans l'intelligence multiple, collective, pour se redresser et pour essayer de traverser ce truc-là. Et pour moi, quelque part, c'est un peu trop tard, entre guillemets, parce que les enfants sont encore petits, que nous, on est tout malhabiles. Mais en même temps, on sait faire plein de choses. Je suis désolée. C'est pas du tout. J'ai un fou rire à cause de Manuel derrière qui fait des bêtises et que je vois. Alors, faut pas te couper. Excuse-moi. Je vais essayer de revenir sérieuse. Ça me dérange pas. En tout cas, la question est vraiment là. On fait quoi là? On fait comment en fait? Et là, pour moi, c'est un bon moment peut-être pour transmettre aux enfants des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et je sais pas ce que chacune va avoir envie d'extirper de tout ça, mais je pense que là, tous les actes d'entraide qui sont en train de se mettre en place, de solidarité, d'attention à l'autre, etc., là, si les enfants peuvent être témoins de cette chose-là et les inviter à être non seulement témoins et participants, ben, pour moi, il y a une chose très précieuse là, à gagner. En fait. Dans ton spectacle, c'est quand même une approche un peu choc. Est-ce que tu as, quels sont les retours des spectateurs? Est-ce que tu as déjà eu des spectateurs qui étaient outrés de ce que tu pouvais avancer à la fin, sur scène? Oui, à la fin, ouais. Non. Je pense que pour une part, l'idée est déjà dans leur tête. Et pour une autre part, j'ai la sensation aussi que ça va un peu trop loin, en effet. J'ai déjà eu des conversations qui me racontaient que c'est trop de penser à un probable effondrement des structures qu'on connaît. Ça fait trop peur. Et que déjà, on m'a déjà dit, tout ce que vous dites avant, déjà, c'est déjà très, très dense. Alors, on va se consacrer là-dessus parce que tout ce que vous dites à la fin, ben, on verra. Ça fait trop d'émotions, c'est ça. Ouais, ça fait trop d'émotions à d'anciens enfants qui n'ont pas appris à les accueillir, finalement. On tourne en rond sur ce système qui est bloqué. Et du coup, est-ce que tu penses que aujourd'hui, nous, il nous paraît que on a l'impression, vu que les parents sont confinés avec leurs enfants, moi, il me semble que c'est le moment opportun pour leur donner la compréhension de ce qui est en train de se passer. Parce que finalement, avant, ils étaient pris par la routine, espèce d'hypnose, de faire d'état hypnotique dans lequel on ne se pose pas de questions, c'est trop compliqué, ça fait trop peur, et puis il y a plein de béquilles partout, on peut aller au supermarché facilement, on peut manger ce qu'on veut, on peut jouer les touristes. Là, là, vous avez le signal d'alerte, les humains, vous n'avez pas voulu entendre, là, il y a un signal, on peut s'arrêter, on peut réfléchir. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à ces gens qui sont touristes et qui peuvent changer leur regard, leur façon de faire sur les enfants? Est-ce que tu penses que c'est encore le moment, comme moi je le pense, et je pense l'équipe avec laquelle nous œuvrons en ce moment? Eh bien oui, moi j'ai envie de répondre pour une chose, donc je vais prier. Ouais, moi je crois que vraiment parler de ce qui se passe en ce moment avec les enfants, c'est complètement ok, de toute façon. Parler de maladie, parler de la mort,
ça ne sert à rien de les inquiéter inutilement, mais par contre, de se questionner ensemble. Et ça demande sans doute de s'apaiser soi-même, avant tout. Parce qu'en effet, aborder des choses avec les enfants qui nous inquiètent énormément, bah, c'est difficile pour eux, je pense. Alors, moi, j'ai vu passer des informations à l'adresse des enfants qui invitaient les parents à bien leur expliquer que tout va redevenir comme avant, que c'est un petit temps, c'est une parenthèse, qu'il faut être patient, tout ça. Alors moi, je ne suis absolument pas dans ce discours-là et je n'ai pas envie de le diffuser ou de le porter parce que je trouve que c'est justement une belle occasion pour expliquer que, tiens, il se passe quelque chose qu'on n'avait pas prévu comme ça, qui va sans doute bouleverser, mais qu'il y a énormément de choses qui se passent, qui sont en train de, comment dire, énormément de choses qui se passent pour essayer de se réorganiser et de penser comment maintenant on peut vivre dans un monde qui peut-être va être différent. La mouche encore? Je trouve que c'est une super occasion. Et l'écueil, c'est d'être hyper angoissé avec cette histoire-là. Et en effet, moi, je ressens, mais ça fait 3-4 ans que j'y travaille, on va dire, j'essaie. Il y a une part de moi qui est très, très joyeuse pour la suite, à inventer, qui est très enthousiaste et excitée de ce qu'on peut faire de tout ça. Il y a une part de moi qui a peur, bien sûr, mais du coup, dès le début du confinement, là, quand on a senti une espèce de choses inédites se passer, j'ai l'impression que le choix que j'ai fait, c'est d'essayer dans le quotidien, par tous les moyens, de cultiver de la joie, dans tout ce qu'on pouvait tirer de cette expérience. Et auprès de ma fille aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur ce qui se passe de très dur. Moi, je ne m'interdis pas du tout de parler avec ma fille du fait qu'il y a des gens qui n'ont même pas de maison, qui ne peuvent même pas être confinés dans les maisons. Et le fait qu'il y ait des gens qui ont déjà très peu d'argent et qui vont en avoir encore moins. Et que c'est hyper dur ce qui se passe là. Mais par contre, au quotidien, je n'ai pas du tout envie d'entacher ça d'une terreur ou d'une anxiété en fait envahissante. Donc, bon, c'est une parenthèse là ce qu'on a fait parce que c'est un peu écarté du sujet. Ouais, on arrive à la fin et du coup j'ai 2 dernières questions pour toi. Déjà, qu'est-ce que tu pourrais dire pour donner envie aux gens de venir te voir en conférence, et ensuite comment les gens peuvent-ils organiser une conférence pour te voir? Alors pour donner envie, je sais pas trop. Je pense que c'est un moment de les gens ressortent contents, touchés parce qu'ils se sont reconnus dans leur vie. Et il y a des choses qui rassurent. Il y a des choses que j'explique au niveau cérébral qui sont éclairantes. Quand on n'aime pas trop lire les bouquins, on peut avoir vraiment des bases dans cette conférence. Ça peut être vraiment évident. Le son est... Oui, ça va mieux, ça va. Ouais. Oui. Et puis, comment dire, ouais, il y a aussi tout un, comment dire, il y a un vrai, pour moi, il y a un vrai soutien à trouver dans le fait de comprendre en quoi combler ses propres besoins en tant qu'adulte, ça a autant de valeur que combler les besoins des enfants. Et que c'est par là que ça passe. Il y a beaucoup de parents qui viennent me voir en me disant « Ah, mais je comprends qu'il faut que je prenne soin de moi aussi, en fait. » Et j'ai l'impression que ça, c'est des trucs qui sont importants. Je sais pas, après, les gens ont envie de venir, tant mieux. Après, je suis pas bonne pour faire de la pub, quoi. Oui, c'est toujours dit, c'est parfois difficile d'arriver. Okay. Parfois difficile d'arriver à faire la promotion de son spectacle. Moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Il y a plein de réseaux. Toi, tu es venu en Alsace où j'habite, dans le réseau de la transition. C'est vraiment important de profiter de ça parce que ça risque à nouveau, les enfants risquent à nouveau de passer à la trappe s'il y a des crises économiques, si on est en difficulté. On va être dans l'injonction de travailler, devoir redresser l'économie ou des conneries comme ça, alors que c'est autre chose qui est inventé et ça passe par comment on va accompagner nos enfants. Donc c'est le moment d'aller
d'aller se brancher sur autre chose, de réfléchir. Et je pense que ce que tu dis, ce que tu expliques est à la fois méthodique. Je fais la promotion, si tu me permets, de ce que j'ai vu de ton spectacle. C'est à la fois très organisé et le côté artistique n'est pas oublié. Donc on a à la fois quelque chose qui est structuré et qui donne aussi un côté plaisant parce que ça nous touche dans nos émotions. Et puis c'est pas l'air dubitatif à ce que je dis. Non, très bien, c'est vrai. Il y a du pratico-pratique, il y a du philosophique aussi, il y a du quel sens on veut donner en fait à nos vies. Et une chose aussi, c'est que ça parle énormément de l'enfance de chacun, même des gens qui n'ont pas d'enfants viennent, ou des grands-parents qui disent oh, ben, nous, nos enfants, ils sont déjà grands, mais par contre, ça nous intéresse. Et puis des gens qui n'ont pas d'enfants disent qu'est-ce que ça m'a parlé de ma propre enfance. Et puis, même n'importe qui, même qui a des enfants, tu vois, j'ai pensé énormément à mes parents. Enfin, en vous écoutant, ouais, j'ai pensé énormément parce qu'on fait une espèce de retour en arrière sur notre propre enfance. On dit ah ok. Donc, vraiment, on comprend. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent beaucoup de choses de leur propre enfance et de leur comportement, de leur propre comportement d'adulte, en attrapant des bouts, parce que ça dure 2 heures ma conférence, mais c'est vraiment c'est très dense, mais je veux dire c'est très insuffisant pour comprendre tout, mais vraiment les éléments, je pense qu'ils peuvent éclairer d'une manière. Et c'est pas compliqué de faire venir une conférence. C'est pas compliqué. Il faut un lieu, il faut quelques personnes, c'est un peu de la communication, mais voilà, moi je pratique un tarif en conscience qui permet vraiment une souplesse en fait, selon l'économie de l'association, de la structure qui invite. Donc les gens voilà, peuvent aussi se sentir à l'aise voilà, parfois dans des... Oui. Il y a une question qui t'est posée, c'est Mélissa Plavis, que tu connais certainement pour ses ouvrages, oui. son livre très intéressant, ses articles. Là. Bah, elle te dit que cette séance vidéo donne envie de voir ta conférence gesticulée, et elle te demande est-ce que tu n'aurais pas envie de la partager? La partager, la vidéo? Alors, oui, est-ce que ça vaut... Je suis dans une problématique en fait vraiment très bête, mais la captation complète a été prise juste avant que je fasse des changements infimes mais très importants pour ma belle famille, c'est-à-dire que j'ai arrêté de les citer. D'accord, oui, parce et que oui. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ma belle famille qui s'est sentie vraiment mal, qui a été blessée parce que je parle de moi, mais je parle aussi d'autres personnes et ça passe pas. Ma belle famille ne s'est pas passé. Ton beau-frère. Voilà. Mon beau-frère, ma belle-mère, et du coup je suis très embêtée parce que c'est une vidéo qui circule par en dessous, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Par contre, quand les gens me demandent le lien, je leur donne le lien privé et je demande de ne pas la diffuser. Voilà. D'accord. Pour ceux qui voudraient vraiment te faire venir et qui sont vraiment intéressés, tu peux donner le lien. Et... Oui, ça c'est possible. Et puis même en message privé par Facebook, c'est possible. En fait, le tout, c'est qu'elle ne se retrouve pas sur un site open, c'est open bar. C'est pas du tout pour des raisons commerciales. Moi, je rêverais de la partager parce que voilà, mais ça n'est pas possible et je me suis engagée à pas le faire. D'accord. Okay. Ben, on va finir sur ça. Donc, nous, on se retrouve demain, exceptionnellement, à 19h et pas à 18h30 avec Clara Bellard, donc l'actrice et réalisatrice du film Être et devenir. Samedi, on sera avec... Tu as le programme j'ai pas le nom en tête. Oui, il va arriver. Avec Dorian Kochinski. Oui, Kochinski. À 18h30 et dimanche avec Arnaud Deroux. Dorian n'est pas connu autant que Clara Bellard, donc c'est pour parler des violences éducatives. Oui, vas-y. C'est ça, hein, me semble-t-il, ou c'est de la... Non, c'est sur les apprentissages libres et autonomes. Voilà, c'est ça, autant pour moi. Parce qu'on a en gros 3 thématiques. Les violences éducatives ordinaires, le fait des apprentissages libres et autonomes, à l'école, sans école, et puis les questions des coparentalités. C'est ça. Et dimanche, on reviendra sur les violences éducatives ordinaires avec Arnaud Deroux, qui a écrit donc sur la bientraitance à la crèche dans les structures collectives. Donc, on parlera de tout ça avec lui. Je pense on peut finir sur ça. Au revoir, Camille. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci à tous les auditeurs pour vos questions. Juste une dernière chose, si la situation le permet, peut-être
que nous pourrons te voir en conférence gesticulée à la foire Ecobio de Colmar à la fin du mois de mai. Mais ça paraît de plus en plus compromis, vu ce qui est en train de se passer. Donc, ça sera une autre foire en Alsace, en tout cas. Ouais. Voilà, merci. Merci à